Pour les courageux qui restent jusqu'au bout de la vidéo, je vous ai préparé un petit bonus tout à la fin. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Livres ésotériques anciens, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va continuer sur la revue de la curiosité, donc toujours dirigée par Monsieur Bosc, Ernest, et on va rester sur le numéro 122, donc de février 1895, et justement, on va lire un article directement écrit par lui, donc Ernest Bosc, qui concerne la couronne magique. Alors ça n'a rien à voir avec quelque chose de fantastique ou quoi que ce soit, on va rentrer dans quelque chose de beaucoup plus technique et beaucoup plus scientifique et on va avoir une relation avec les états modifiés de conscience et un objet, vous allez voir. Voilà, donc on est plus sur finalement de l'expérimentation, donc je le dis avant, donc ce ne sera pas quelque chose de fantastique, voilà, vous êtes prévenus. Pour les personnes qui arrivent sur la chaîne, je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture commentée, donc vous prenez ce qu'il y a à prendre, vous laissez de côté ce qui ne résonne pas, et je rappelle aussi que sur ce format du vendredi, il s'agit d'une lecture d'une revue ésotérique ancienne. Voilà, ce qui nous permet de découvrir des textes un petit peu différents de ce qu'ont l'habitude de publier ces auteurs. Donc c'est parti. Couronne magique. L'emmagasinement des activités cérébrales est-il possible ? Des expériences du docteur Lewis paraissent le démontrer. On savait de longue date que l'action du fluide magnétique persiste dans un barreau de fer aimanté et que le dit barreau ne se désaimente que dans certaines conditions. Partant de ce principe, le docteur Lewis a pu constater qu'en plaçant sur la tête des sujets en état hypnotique des couronnes de fer aimantées, celles-ci emmagasinaient non plus des vibrations de nature magnétique, mais bien de nature vivante, de véritables vibrations cérébrales propagées à travers la paroi crânienne, lesquelles vibrations persistent un temps plus ou moins long. Pour constater ce phénomène, le docteur Lewis ne pouvait employer un instrument physique muet, impuissant à répondre. Aussi utilisa-t-il un réactif vivant. Un sujet hypnotisé est devenu par le fait ultrasensible aux vibrations magnétiques vivantes. Pour emmagasiner les activités cérébrales, le docteur utilise une couronne de fer aimantée qui, à l'aide de courroies, s'adapte sur la tête et l'embrasse circulairement, ne laissant libre que la région frontale. On voit que cette couronne ne constitue qu'un aimant courbé qui a un pôle positif et un pôle négatif, par suite de l'intersection frontale. Il y a plus d'1 an, nous dit le docteur, j'avais placé une couronne aimantée sur la tête d'une femme atteinte de mélancolie avec des idées de persécution, agitation et d'une tendance malsaine sur elle-même. Là, j'ai changé juste le mot pour pas avoir la vidéo qui squeeze. L'application de cette couronne amena bientôt la guérison de la personne, puis, au bout de 15 jours, le docteur Lewis eut l'idée purement empirique de placer la même couronne sur la tête d'un autre sujet hypnotisable, hystérique et atteint de fréquentes crises de léthargie, pour voir si elle produirait une réaction sur le dit sujet. Quelle ne fut pas sa surprise du docteur de voir le sujet mis en état de somnambulisme et proférer les mêmes plaintes que celles de la maladie, alors que celle de la malade guérie 15 jours auparavant, Et ce qui est curieux, c'est que le nouveau sujet, un homme, prit le sexe de la malade et, en accusant de violents maux de tête, disait qu'il allait devenir folle en italique. En un mot, le sujet hypnotique avait, grâce à la couronne aimantée, pris l'état cérébral morbide, exact et complet de la malade précédemment guérie par cette couronne. Depuis cette première expérience, le docteur a pu reproduire à volonté ce phénomène chez un grand nombre de sujets. Donc, l'effet du transport de l'état cérébral d'un malade est un fait acquis à la science. On voit immédiatement le parti avantageux que les métallothérapeutes pourraient tirer de ce transport à l'aide de couronnes magiques. Est-ce que ces couronnes portées par des hommes puissants et vigoureux ne pourraient pas donner de la force et de la vigueur à des personnes débiles et
anémié, excusez-moi, ça me fait toujours rire de voir ce mot, mais c'est vrai qu'il était très employé à l'époque. Est-ce que les personnes sanguines menacées d'apoplexie ne pourraient pas céder à des couronnes magiques, la pléthore dangereuse pour eux, mais qui pourraient réconforter la santé des personnes affaiblies? Et c'est signé Ernest Bosc. Alors pourquoi je vous ai aussi lu cet article? Vous savez que j'aime bien vous faire des petits comebacks relatifs justement à l'époque à laquelle a été écrit en général, ces époques auxquelles ont été écrits ces articles. C'est que on se rend compte que finalement, est-ce que justement, finalement on n'était pas dans une époque où on avait énormément de tests, où la science avait quand même finalement pas mal avancé, où on avait quand même accès à beaucoup de choses. Et alors ne faites pas cette expérience chez vous, bien entendu, je le précise, c'est pas du tout le but. C'est surtout de voir un petit peu, expérimenter un petit peu ce qui se passe. On a le courant l'aimantation qui n'est pas rien, c'est une force magnétique. Donc vraiment, on démontre que dans cette époque, on avait quand même l'art d'expérimenter certaines choses, que c'était ouvert et que beaucoup de choses en parlaient. Enfin, beaucoup de journaux en parlaient, qu'il y avait vraiment... Ce n'est pas forcément médical, c'était peut-être d'un autre courant, mais en tout cas, on avait le mérite d'exposer quelques tests qui auraient pu être justement exécutés. Voilà, donc voilà pour cet petit article. Pour les prochains, je vais quand même revenir sur des choses très ésotériques. Je vais faire cet effort avec des noms un petit peu plus connus. Je vais vraiment essayer. C'est pas toujours évident parce que on a vraiment des choses très diverses dans ces revues, mais celui-ci peut-être méritait d'être lu. Donc pour tous ceux qui sont restés à la fin, je vous ai réservé un petit bonus. C'est un petit bonus qui parle de querelles entre Pappus et Bosc. Et donc c'est publié là par Bosc justement, dans ce même journal. Et encore une fois, tout ça pour vous montrer un peu l'ambiance de ce monde ésotérique. Parce que vraiment, de ce monde d'occultisme, franchement, mais c'est des choses qu'on peut pas voir à travers les livres. Donc ça s'intitule Querelle d'Allemands, et donc ça traite de Pappus entre autres. Monsieur Pappus, au lieu d'insérer notre réponse dans sa revue, à propos de notre chiromancie synthétique, nous prend aujourd'hui à partie à propos de notre pseudonyme Philophote. Nous lui dirons, donc entre guillemets Philophotos, n'est pas Philophotes, et j'affirme que les premiers articles parus dans l'initiation sous ce dernier pseudonyme sont de moi. Et je crois que l'initiation, c'est justement un journal tenu par Pappus. Quant au troisième article, les 3/4 étaient de moi. Et le dernier quart était écrit par une autre personne. Il faut donc que M. Pappus ait livré mon travail à un tiers. Du reste, je croyais cette affaire réglée par notre dernière lettre écrite en janvier dernier à M. Pappus, et je ne comprends pas son insistance à jouer du cadavre dans cette affaire. D'autant que M. Poisson a laissé s'écouler 9 mois entre la visite que j'ai bien voulu lui faire avec M. Chamuel et sa mort, et n'a pas protesté. Et c'est aujourd'hui 16 mois après cette visite que M. Pappus vient protester au nom d'un mort. C'est là une drôle d'affaire, d'autant que personne n'a le droit de m'empêcher aujourd'hui de signer Philophotes. C'est un pseudonyme aussi banal que Jean, Jacques ou de Lauzun. Donc je vous ai lu, donc on comprend pas trop, hein. L'ensemble c'est vrai, on n'a pas toute l'histoire, mais ce qui est rigolo dans cette affaire, je sais pas ce que vous en pensez, c'est qu'en fait, ils sont en train de régler leurs comptes dans leurs revues respectives. Le gars, en fait, il s'est pris la tête avec Pappus, et inversement, donc je sais pas ce qui s'est passé au sujet d'un article, il est en train de se dire, surtout que Bosc effectivement avait publié dans Initiation, on le voit de temps en temps, et au final, ils sont en train de se crêper le chignon, en train de se dire ouais, moi j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai pris tel pseudo, gna 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 gna. Et puis derrière, finalement, ils s'envoient des courriers, mais au final, ils règlent leurs comptes dans leur propre revue, aux yeux de tout le monde, quoi. Donc c'est un peu... Bon, je dirais qu'il y a certainement des choses aujourd'hui qui se font de cette même manière, mais là, c'est quand même rigolo. Voilà, donc c'est pour vous montrer un petit peu l'ambiance, c'est-à-dire que
sous cet effet un petit peu sacralisé de tous ces livres qui sont sortis par un tel ou un tel, et ben au final on se rend compte que c'est des gens, c'était des humains, et que eux aussi avaient leur vie, leurs problématiques. Ce qui est assez sympa, c'est qu'on voit aussi Monsieur Poisson hein, dedans. Je sais, j'avais fait une petite plaisanterie sur le mot poisson, mais rien à voir avec le nom poisson. C'était au sujet des signes astrologiques. Mais on voit en fin de compte qu'il y a plusieurs grandes figures justement dans cette affaire, et c'est assez sympa. Voilà, c'était le petit bonus du jour, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à bientôt sur la chaîne Livre Ésotérique Ancien, à bientôt.